Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle émission sur l'ODG TV et du truc. Une présentation de l'émission s'impose. Et du truc est l'émission qui parle de l'éducation et qui fait de l'éducation son truc. Nous vous rapprochons du monde vaste de l'éducation, de ses nombreux acteurs et nous vous présentons à chaque fois un sujet qui verse dans l'amélioration qualitative de l'éducation. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, nous parlons éducation inclusive. Avec moi au studio aujourd'hui, professeur Mohamed Trisha. Professeur Trisha, bonjour. Bonjour, Aya. Professeur Trisha, vous êtes un grand cynophile, vous êtes un grand amateur de l'univers équestre, vous êtes ambassadeur de la Fondation Tzimkine. Qui est professeur Trisha? C'est une question un petit peu vaste, mais je vais essayer. Je vais me présenter selon la situation actuelle. Je suis ambassadeur de Tzimkine. Et toujours, mon ami, Monsieur le Président, Dr Kadili, qui m'a honoré de ce titre, il me demande de temps en temps pourquoi tu es notre ambassadeur. Donc là, c'est l'occasion de répondre. Donc pour moi, être ambassadeur de la Fondation Tzimkine, et vu ma spécialité de médecine physique et réadaptation et de prise en charge de handicap, et aussi mes activités dans l'inclusion des personnes en situation de handicap dans plusieurs domaines, j'ai vu que c'est une excellente idée d'essayer de travailler dans ce sens avec la Fondation Tzimkine dans le domaine de l'inclusion dans l'éducation. Donc, professeur Trisha, je ne peux que vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation aujourd'hui. Merci beaucoup. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, nous parlons éducation inclusive. L'éducation inclusive telle que nous l'envisageons aujourd'hui est l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'ensemble du processus éducationnel. Nous parlons bien de l'éducation inclusive et non de l'inclusion éducative. Notez bien ça. 93 millions d'enfants dans le monde vivent dans une situation de handicap, soit 15% de la population mondiale. Un tiers des enfants non scolarisés dans le monde sont des enfants porteurs de handicap. Au Maroc, la vision stratégique 2015-2030 fait de l'équité un des fondements nécessaires pour la réforme. Et il y a lieu de noter ici qu'il s'agit bien de la transformation et non la réforme, l'un des fondements de la transformation de l'éducation. Nous ne pouvons pas aborder l'inclusion cas par cas et c'est pour cela, Dr Trisha, de par toutes les fonctions que vous exercez et vous occupez, vous fréquentez dans votre quotidien, disons, des centaines de personnes dans une situation de handicap. Pouvez-vous dire et pouvez-vous avancer aujourd'hui que ces personnes-ci ont eu un accès à l'éducation? L'accès à l'éducation reste toujours très très faible au Maroc pour les personnes en situation de handicap. Et même, c'était parmi les indicateurs alarmants de la dernière étude qui était faite en 2014. Alors, on a plus de 60% de personnes en situation de handicap qui ne sont pas scolarisées. Et on a seulement 2% de cette population qui atteint le niveau de brevet. Et par la suite, on a un faible pourcentage pour les gens qui arrivent et qui ont la possibilité d'accéder à la faculté, etc. Je comprends que vous parlez de l'éducation et de l'accès à l'école, mais non pas vraiment l'accès à l'éducation. Est-ce qu'il y a une différence à faire entre l'accès à l'école et l'accès à l'éducation pour une personne dans une situation de handicap? Bien sûr, Aya, accès à l'école, c'est un déplacement de la personne à une institution, un centre. Il y a un staff, il y a toute une stratégie pour... c'est une introduction dans le système de la scolarisation nationale. Mais l'éducation, c'est autre chose. Quand on parle l'accès à l'éducation, ceci me
m'encourage à parler de notre projet de la Fondation Temkin. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de moyens qu'on peut utiliser pour que ces personnes peuvent suivre leurs études. Par exemple, la télééducation, la téléscolarisation, et surtout avec cette crise de Covid, ce procédé a démontré son efficacité chez tous les enfants, soit en situation de handicap ou non. Donc, professeur Trisha, pour nos spectateurs qui ne connaissent pas le programme de la Fondation Temkin pour l'éducation inclusive, est-ce que vous pouvez présenter brièvement ce programme? Bon, ce programme consiste à essayer de superviser ces personnes en situation de handicap selon leur handicap et selon aussi leur entourage, parce que quand on parle de handicap, revenons à l'handicap, pourquoi je prononce toujours, je préfère en situation de handicap, parce que quand on parle d'handicap, on parle de situation. Alors, on peut avoir une personne handicapée, l'exemple par exemple d'un camionneur qui n'a pas le doigt et un pianiste qui n'a pas le doigt. Alors le pianiste, il est plus handicapé que le camionneur. Le camionneur, il peut continuer son... Et aussi les accessibilités. Alors les accessibilités, c'est pas nous qui... C'est pas la personne en situation de handicap qui en décide, mais c'est la société, c'est nous. C'est notre regard, c'est la manière de voir les choses et la manière de combattre cette vision. Et je trouve que le sentiment de l'inclusion et le pouvoir de faire commence depuis la scolarisation. Alors si on peut intégrer ces personnes en situation de handicap dans des écoles, les enfants aussi vont s'habituer à cette situation et et on aura une génération qui respecte l'inclusion des personnes en situation de handicap et qui peut être efficace dans l'avenir et essayer d'encourager ces personnes à suivre leur chemin. Et concernant l'inclusion, quand on parle de la scolarisation, de l'éducation, pour moi c'est la base parce que une personne qui ne peut pas suivre ses études, il ne peut pas avoir de diplôme, il ne peut pas être professionnel dans l'avenir, il ne peut pas accéder au travail, il ne peut pas tout simplement vivre, il ne peut pas tout simplement exister dans la société. Alors c'est très très important et si on veut sincèrement rendre service à ces personnes, il faut voir comment les intégrer dans l'éducation. Alors c'est pour cela que la Fondation Temkin a instauré ce programme d'inclusion de personnes en situation de handicap pour essayer de remédier à ce fléau, à ce problème. Et on a déjà commencé avec les sourds-muets et avec les malvoyants. Et parce que chaque situation de handicap, il y a toute une stratégie pour approcher l'école ou migrer l'école dans la maison de la personne en situation de handicap. Et des exemples, par exemple, si on a quelqu'un qui a un handicap physique, alors il a du mal à se déplacer, etc. Donc on peut appliquer facilement le suivi à distance, la scolarisation à distance, mais quand même, il ne faut pas quand même le confiner à la maison et le laisser tout le temps à l'intérieur. On peut collaborer avec l'école pour qu'il puisse bénéficier
du contact avec ses collègues et avec l'entourage scolaire. Donc justement, professeur Tréchan, quand nous parlons de l'éducation inclusive, nous parlons de deux droits à la fois. C'est le droit de différence et le droit à la ressemblance. Donc, mais le droit à la ressemblance n'a de sens qu'à travers le droit de la différence. Et le droit de la différence n'a un sens qu'à travers le droit de la ressemblance. Donc il s'agit de créer un espace commun entre les personnes en situation de handicap et les personnes en situation, disons, entre guillemets, normale. Comment trouvez-vous, et à travers le programme de la Fondation Temkin, le rôle de tout ce qui est numérique dans l'inclusion et dans l'instauration de cet espace commun? Alors, j'ai déjà commencé à entamer cette question, mais je vais continuer à donner des éclaircissements. Alors, à l'aide du numérique, on peut tout simplement rendre service d'enlever la peine de la mobilisation de la personne en situation de handicap. Et aussi, un truc très important, c'est que quand on a une réticence qu'on sent actuellement dans les écoles et dans les centres d'éducation envers ces personnes, la solution numérique reste comme une option, mais pas vraiment une option radicale, parce qu'il faut associer d'autres moyens pour que la personne en situation de handicap ne se sente pas isolée et ne se sente pas marginalisée. D'accord, professeur Trécha. Donc, nous parlons toujours de la fabrique du commun pour l'absorption de ces différences-là. Bourdieu l'a dit, il a dit que le pire de l'injustice est l'indifférence à la différence. Vous n'êtes pas indifférent face aux personnes en situation de handicap. Vous êtes le président fondateur d'une association qui s'appelle l'Association nationale Handi-Golf Maroc. D'où vous est venue l'idée de fonder une telle association? Bon, moi je ne suis pas vraiment trop association. Fonder une association pour rendre service aux personnes en situation de handicap, ça va être juste pour un peu généraliser cette activité. Mais depuis toujours, depuis mon retour de l'Espagne où j'ai fait mes études, en Espagne, j'étais président de la commission médicale de la Fédération madrilène des sports des handicapés physiques. Et j'ai vécu une expérience extraordinaire. Donc quand je suis rentré au Maroc, moi je pratique plusieurs activités, plusieurs sports. Et j'ai eu l'idée de faire participer mes patients, que la plupart de mes patients sont des personnes en situation de handicap. Donc j'ai eu cette idée de commencer d'abord par le golf. Avant, j'ai commencé par la plongée sous-marine et après par le golf, cheval aussi. Et je compte intégrer ces personnes dans d'autres sports, des sports un peu particuliers. Alors, si vous voulez que je vous raconte une de mes expériences avec ces personnes. Vous allez vous demander justement de nous mettre dans le bain et de nous rapprocher de cette expérience-là, donc allez-y. Alors quand j'étais chef de service à Marrakech, de service de médecine physique et réadaptation, j'ai reçu un jeune de 21 ans qui a perdu sa jambe. Et alors il est venu en consultation pour pour le prendre en charge sur le plan prothèse. Alors je lui ai demandé, est-ce que tu as déjà joué du golf? Il m'a dit, moi je ne sais pas c'est quoi le golf. Moi j'ai commencé à expliquer et je l'ai invité au golf Montgomery et j'ai eu avec lui la première initiation. Alors j'étais très très étonné de ses capacités. Alors ses capacités
extraordinaire. J'ai demandé pourquoi tu as toutes ces capacités. Alors il m'a dit, moi j'habite à Bni Mellal, quand j'ai perdu ma jambe, et je faisais chaque jour les escaliers de Aïn Sardoun. Il monte et il descend chaque jour. Pourquoi? Pour préparer, soi-disant, la prothèse, pour qu'il utilise bien sa prothèse. Alors j'ai vu qu'il a préparé un peu trop, parce qu'il a un équilibre extraordinaire. Il a commencé à swinguer, j'étais étonné. Et je l'ai encadré. Alors, je l'ai encadré pendant 3 ans, 4 ans. Et maintenant, il est devenu vraiment un golfeur vraiment d'élite. Et ce jeune homme s'appelle Mohsin. Il habite à Bni Mellal. Et parfois, tellement il est motivé. Il habite à Bni Mellal, dans la région de Bni Mellal, Ouled Zidouh. Et quand il y a une activité à Tanger, il vient de Tanger, de Ouled Zidouh jusqu'à Tanger. Il s'en fout. Il vient en car ou là, en taxi. Mais il est devenu mordu de golf. Et il y a j'ai beaucoup d'exemples. Si je vais citer tous les personnes qui ont fait du golf avec moi, on va rester Encore ici. une fois, on ne peut pas traiter l'éducation inclusive cas par cas. Pour Exactement. votre cas, il faut comprendre que l'éducation n'est pas juste aller à l'école. Ce genre d'activité parascolaire, que nous pouvons nommer parascolaire, est très important. Très Vous avez important. changé beaucoup de vies, vous avez changé beaucoup de perspectives de ces gens-là. Racontez-nous une autre expérience, ça serait très intéressant pour la plongée sous-marine. La plongée sous-marine. Alors la plongée sous-marine, d'ailleurs je suis actuellement le président de la commission Handisub de la Fédération royale marocaine de plongée et activités subaquatiques. Et aussi dernièrement, il y a une commission qu'on fait partie maintenant, le Maroc qui fait partie d'une commission de la Confédération mondiale de la plongée sous-marine dans le domaine de handicap. Alors, j'ai beaucoup d'expérience, j'en ai beaucoup. Donc, je vais choisir une de ces expériences et aussi son impact sur la personne. C'est ça le plus important. Alors, il y avait aussi un jeune, Younes, qui a fait un accident. Il a eu une paraplégie. Donc, paraplégie, c'est il a perdu la mobilité de ses 2 membres inférieurs. Je le recevais en consultation. Il était toujours déprimé. Il a essayé même de se suicider. Il a fait beaucoup de choses. Et un matin, je l'ai appelé par téléphone, je lui ai dit « Est-ce que ça t'intéresse de faire la plongée sous-marine ?» Il a commencé à rigoler, il m'a dit « Tu es en train de se moquer de moi, etc. » Et je l'ai ramené. On a organisé un baptême sous l'égide de la Fédération royale marocaine de plongée au Centre national des personnes en situation de handicap, qui est à Salé. Alors, il a plongé. Il a commencé à pleurer, il était vraiment aux anges. Et ceci, il m'a téléphoné après, il m'a dit « Le geste que tu as fait avec moi m'a changé ma vie ». Alors ça lui a donné goût à affronter la vie d'une autre manière. Par exemple, moi ce que je dis toujours à mes patients et aussi dans mes conférences que je donne dans des associations de personnes en situation de handicap, sur la définition. Moi, j'efface toutes les définitions et je préfère la définition philosophique. Il y a une définition qui est actualisée. Moi, je vois l'handicap comme un changement de style de vie. C'est un changement de style de vie. C'est comme un niveau plus dur que les autres. C'est comme on est en train de jouer un jeu et on est au niveau 1, on vient de commencer, et hop, il y a l'handicap, on est au niveau 3 ou 4. Alors on est perdu, on ne sait pas comment on va faire, tout le monde
qui partagent le jeu, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe, etc. C'est ça le blocage et aussi la mentalité et aussi le regard de l'autre. En parlant justement du regard de l'autre, lorsque nous parlons inclusion, il va de soi que ça nécessite une prise de conscience collective. Pour les genres d'activités que vous exercez, que vous faites avec les personnes en situation de handicap, qui nécessite cette prise de conscience? Au Maroc, d'ailleurs surtout dans tous les pays, il y a la loi, on pose la loi, voilà, il faut faire ça et ça. Il y a l'application de la loi, comment? Et le plus important, il y a la société. Est-ce que la société encourage cette loi ou pas? La conscience collective. Alors il y a le travail des associations qui essaient de sensibiliser, mais ce qui me fait parfois très très mal, il y a des associations qui font ça, mais qui le font mal. Donc pour moi, une personne en situation de handicap, ce n'est pas un extraterrestre. En essayant de l'inclure, malheureusement, en même temps, on participe dans son exclusion. Comment? Quand on voit une personne en situation de handicap, on essaye de l'aider, je ne sais pas, d'être gentil avec lui. Il ne faut pas être gentil avec une personne en situation de handicap. Il faut le comprendre, il faut le voir comme une personne. Il ne faut pas faire de la charité, il ne faut pas être trop sympathique et trop lui faire sentir qu'en quoi il est différent. Par exemple, les personnes en situation de handicap que j'essaie d'inclure dans tous ces sports, je les vois comme des personnes normaux, tout à fait normaux. Alors, si on appelle à la technologie pour aider ces gens à pratiquer, par exemple, leur sport, il y a des technologies physiques ou numériques, etc., ceci signifie que le problème, ce n'est pas le problème de la personne handicapée, c'est de l'entourage. Il faut que la société s'adapte à recevoir ces gens, pas le contraire. Donc justement, nous retournons à la fabrique du commun pour permettre une bonne inclusion et non pas une inclusion basée sur l'empathie ou la gentillesse, comme vous venez de dire. Exactement, oui. Donc voilà. Professeur Trécha, notre émission touche presque à sa fin. Quel message aurez-vous à passer à travers cette émission? Oui, pour l'inclusion, à 100%, mais l'inclusion doit être multidisciplinaire, avec une intervention de tous les composants de la société, et sur tous les plans qui touchent la personne en situation de handicap. On ne peut pas inclure une personne en situation de handicap seulement dans la scolarisation. Et par exemple, quand il arrive au stade de travail, d'embauche, on ne peut pas l'embaucher. Et c'est un travail de tout le monde, de multidisciplinaire, interdisciplinaire, que tout le monde doit participer. Je vous remercie, professeur Trécha, d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci pour votre message. J'espère que le message passera. Et vous, chers téléspectateurs de l'ODG TV, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de notre émission Et du Truc.